Bonjour. Nous partons aujourd'hui à quelques 50 kilomètres de Madrid pour visiter le Real Sito de San Lorenzo de El Escorial, le nom complet de cet édifice que l'on connaît sous la réduction habituelle de Escorial, qui est le nom de la commune. C'est une commande passée par Philippe II, qui souhaite élever une tombe grandiose à son père. Une chapelle plus ancienne, qui accueillait les dépouilles des défunts de la dynastie espagnole, était située à Grenade, mais elle commençait à être un peu datée, marquée plutôt par le gothique, et à cette même période, on assiste à un recentrage du pouvoir autour de la Castille. Depuis 1561, Madrid devient le point central de l'administration royale, et c'est dans cette idée qu'un nouveau bâtiment est envisagé pour accueillir les défunts de la couronne d'Espagne. C'est aussi une justification complémentaire qui sera faite avec la victoire de Saint-Quentin sur le roi Henri II. Saint-Quentin en France, où les troupes françaises sont dirigées par Montmorency. La bataille est menée face à un ensemble de troupes sous le pavillon espagnol, mais le général d'armée à cette époque est Emmanuel Philibert de Savoie, donc la France se bat contre l'Espagne dirigée par un Savoie. La ville de Saint-Quentin est défendue à cette époque par Gaspard de Coligny, et c'est une grande victoire pour les Espagnols qui a lieu le 10 août 1557, jour de la Saint-Laurent. Le roi choisira ainsi de placer sous le vocable de Saint-Laurent cette église, de façon peut-être aussi à expier le massacre des civils qui s'étaient réfugiés dans l'église de la ville de Saint-Quentin, église qui s'appelait l'église Saint-Laurent. Ainsi donc, il va pouvoir créer un nouveau lieu de sépulture pour ses parents, Charles Quint et Isabelle de Portugal, pour lui et ses successeurs, et lancer un culte qui jusque-là n'était que très peu pratiqué en Espagne, une dévotion à Saint-Laurent. Voici comment donc ces convergences de politique, de dévotion familiale, de piété, vont se conjuguer pour créer un édifice tout à fait unique. Édifice qui sera un bâtiment tout à fait emblématique de la contre-réforme. La monarchie espagnole avait depuis fort longtemps l'habitude d'avoir à proximité de sa résidence royale un couvent. On a le cas ainsi à Madrid, mais dans chacune de ces grandes résidences. Ici, le bâtiment va donc accueillir un couvent, la résidence du souverain et une grande église. La première pierre est posée le 23 avril 1563 et c'est l'architecte Juan de Bautista de Tolède qui va être le premier architecte à intervenir sur ce site. En 1564, la décision est prise de doubler l'effectif des moines géronymites desservant le couvent, passant de 50 à 100 membres dans la communauté. Le bâtiment doit donc augmenter aussi, passer à un niveau de 4 étages et s'étirer. Il y aura ainsi donc une grande élongation visuelle de l'édifice. Le premier architecte, donc Battista de Tolède, disparaît en 1567 et c'est son disciple qui prend la succession de son atelier, Juan de Herrera, qui va œuvrer ici à l'Escorial jusqu'en 1584. L'essentiel de l'édifice, lui, sera achevé pour 1595. Et donc Philippe II pourra s'y retirer pendant les 3 dernières années de sa vie, donc une période assez courte. Ce n'est pas un lieu où il va se retirer car c'était un roi devenu sombre et religieux, totalement impopulaire, c'est une légende couramment entretenue, mais un endroit où il fera donc de très nombreuses retraites pendant les 3 dernières années de sa vie.
Le bâtiment est tout à fait impressionnant par le long rythme linéaire des façades. Sur cette image, nous avons la façade d'entrée principale sur la droite avec le soleil, une façade latérale nord avec la partie gauche sur la photographie, où l'on voit la dimension tout à fait conséquente du bâtiment. C'est un grand rectangle qui fait 207 mètres par 162 mètres, et un aspect assez particulier puisque nous avons un rythme très linéaire, reprenant le principe des régularités d'ouverture, un principe à la Serlienne, et un décalage par rapport à ce que l'on trouve au même moment dans les autres résidences à travers l'Espagne. Pendant la Renaissance, on a un goût de l'ornementation, de la sculpture très foisonnante, notamment aux portes d'entrée, aux grands frontons. Ces décorations dites platéresques, donc très ornées et très fouillées. Et ici, on a une épure totale de la façade. La, la nouvelle esthétique que l'on peut distinguer ici vient très certainement d'une influence que le roi subira à l'occasion de ses différents voyages en Italie, aux Pays-Bas. Il était alors prince et pouvait voyager pendant sa jeunesse et passera aux Pays-Bas, qui étaient alors sous la domination espagnole, et il va faire ses voyages notamment en compagnie de Herrera. Herrera, donc, qui reprend le chantier lancé à l'origine par Juan Bautista de Tolède, ce même Herrera a étudié en Italie. Il va participer à des chantiers en tant qu'assistant ou élève auprès d'architectes. Et il a traditionnellement été dit qu'il avait pu travailler sur le chantier de Saint-Pierre de Rome et faisant partie des équipes de Michel-Ange. Le rôle d'Herrera en Italie est très peu documenté et très peu certain, mais ce qui est évident, c'est qu'il a su assimiler le nouveau style à la romaine et importer ce classicisme en Espagne, donnant des créations originales. Originalité d'ailleurs ici, c'est le chevet de l'église. On aperçoit à l'arrière du bâtiment la grande coupole et derrière un chevet plat, création donc vraiment personnelle, mais qui n'aura pas de suite en Espagne. L'idée d'avoir différentes cours qui desservent les bâtiments permet comme cela de donner de la lumière aux édifices, d'avoir des espaces intérieurs protégés. Ce n'est pas forcément une nouveauté, puisque dans des résidences royales, comme à l'Alhambra de Grenade ou à l'Alcazar de Séville, différentes cours et patios se succèdent. C'est peut-être aussi une réinterprétation et un hommage du style ancien, beaucoup plus que la volonté de recréer l'effet d'un grill, instrument du martyr de Saint-Laurent. Cette gravure de Johannes Blau, réalisée en 1672 et conservée à la Bibliothèque nationale de Madrid, nous montre le bâtiment fait à partir des dessins de Herrera. Une unité donc de l'édifice, bien que les architectes se succéderont par la suite, un grand respect des différents intervenants à partir du modèle d'origine. Peut-être aussi la grande unité vient du fait que le roi a été très impliqué dans la réalisation de cet édifice, un peu comme Louis XIV le sera plus tard à Versailles, et de cette façon, on respecte davantage le travail souhaité par le souverain. Donc pas d'adjonctions qui viennent se rajouter en surimpression du bâtiment, et un rythme donc très particulier avec ces différentes cours réparties de part et d'autre du grand portail central de la grande église, avec un édifice réunissant à la fois des bâtiments pour les moines, mais également des espaces pour la vie de la famille royale. D'un côté français, on pourra retrouver une inspiration de cet édifice avec la réalisation du Val-de-Grâce, qui va conserver dans l'idée le même plan, qui aura aussi une vocation à abriter des appartements pour la famille et pour la reine, et également une certaine ordonnance qu'on peut rapprocher avec le bâtiment des Invalides. Donc cette nouveauté espagnole ne sera
restera pas sans postérité. Herrera donc mène le chantier. Ensuite, c'est à partir de 1583 l'architecte Francisco de Mora qui va venir ici travailler, tout en conservant la simplicité donc, qui avait été retenue. Francisco de Mora avait eu une carrière d'architecte militaire. Les autres architectes qui viendront aussi avaient été des ingénieurs. On comprend qu'il respecte ainsi ce parti très régulier. Le plan de ce bâtiment est donc finalement assez simple par ce jeu de répétition. À l'origine, donc, on prévoit ainsi cette succession de cours, 16 cours pour l'ordonnancement autour de l'église centrale, 86 escaliers, 2600 fenêtres, et tout est fait pour converger vers l'église avec un grand dôme qui domine l'ensemble du haut de ses 92 mètres. Une tour clocher sur les côtés droit et gauche, haute de 72 mètres, et d'autres petites tours aux angles des bâtiments, hauts de 45 mètres. Ceci pour vous donner une idée des proportions et de la grandeur de cet édifice. On distingue ici sur la partie de la façade, en bas de l'image, l'espace dévolu à la bibliothèque, ensuite la grande cour, dite cour des rois et des reines, qui dessert l'entrée auprès de l'église. Sur la partie gauche, un collège, à l'heure actuelle, collège Alphonse XII, collège fondé par des augustiniens en 1875, augustiniens qui desservent toujours ce lieu, toujours sous état de collège, et les bâtiments qui servent pour les moines, et à l'arrière, on va trouver les entrées. Sur la gauche, entrée pour la partie d'habitation royale, et les habitations pour les souverains de part et d'autre de la grande église. C'est donc un enchevêtrement d'un lieu où l'on a bibliothèque, collège, monastère, résidence royale et un panthéon, puisque l'idée qui avait lancé et présidé à l'édification de ce nouvel ensemble était la création d'un panthéon donc pour les sépultures royales. L'image, très souvent colportée à propos de ce grand Escorial, est une image de sévérité. Pourtant, la décoration reste assez fine. Et si l'on regarde par exemple la façade d'entrée, on a de très très belles décorations, très soignées, avec beaucoup de finesse, une très grande élégance, que ce soit dans les rythmes de l'architecture, dans les proportions, une élégance peut-être héritée à partir de la lecture des ouvrages de Vitruve, qui lui-même avait repris les grands modèles classiques de l'architecture italienne et leur avait donné une lecture plus mesurée. Et ceci correspond très bien aux volontés de la contre-réforme et aussi aux architectures nouvelles que l'on va voir en Italie. La première partie de cette contre-réforme étant effectivement quelque chose de plus sophistiqué, peut-être un peu plus mental par rapport à l'exubérance décorative que l'on trouvera après avec l'époque du baroque. Un projet empreint aussi des styles palladiens, notamment sur certains beaux détails de la façade. Et puis cela correspond aussi à la mesure augustinienne et du néoplatonisme qui était alors en vogue, et les augustiniens qui étaient des moines desservant les édifices de la famille royale. Et les moines augustiniens donc, qui sont revenus à la demande d'Alphonse XII en 1885 pour refonder le couvent ici de l'Escorial. Donc cette grande résidence, finalement, lorsqu'on la regarde avec attention, est pleine de très beaux détails et d'un magnifique équilibre, bien différent du premier abord, qui est certes monumental et qui peut paraître écrasant si on ne considère que d'un point de vue de taille ou une appréciation d'ensemble. Juan de Herrera donc, va être le promoteur du chantier à partir de 1567, après le décès de Bautista de Tolède. Il va supprimer les tours qui avaient été prévues
à l'intérieur, aux angles de chacune des cours pour donner un aspect plus lisse à la construction. On a parlé, du symbole de Saint-Laurent avec le gril. Ces grilles que l'on peut retrouver au-dessus de la porte centrale d'entrée. Il y a une fenêtre et on aperçoit des petites modénatures qui sont l'évocation ici du gril de Saint-Laurent. Certes, il y a cette symbolique, mais on estime aujourd'hui que le plan de l'édifice est surtout pensé par rapport aux descriptions du temple de Salomon qui avait été fait par l'historien Flavius Joseph. Et on reprend ici quelques idées de ce temple mythique. La façade ici reçoit donc pour la décoration dans la niche supérieure la sculpture de Saint-Laurent, une sculpture qui fait 4 mètres de haut pour vous rappeler les proportions gigantesques de cet édifice. Une très belle façade ici, simplement animée par ces colonnes toscanes, quelques obélisques sommés de sphères en partie haute. Toute cette zone centrale est celle qui accueillera la grande bibliothèque que nous verrons dans un petit moment. Les façades latérales, celles que l'on voit ici pour la partie sud, avec la grande pièce d'eau en dessous, ce sont des façades avec une magnifique majesté, une très grande sobriété. À l'arrière de ces façades, on rajoutera les appartements royaux. Ici, dans l'image en bas à droite, un complément de bâtiment avec cette petite galerie pour les moines convalescents. Nous sommes ici du côté de l'infirmerie, au côté sud, et les moines pouvaient ainsi sortir, prendre un peu l'air sans descendre en contrebas à l'intérieur du jardin. La cour nous mène ici vers la façade de l'église, c'est donc la cour principale, ce patio des rois, une décoration que l'on doit au dessin de Jean Battista de Tolède, avec une simplification postérieure qui rend cette façade d'ailleurs beaucoup plus impressionnante. Il y a des modifications qui sont entreprises, mais qui sont assez peu documentées, peut-être reflétant l'hésitation du roi, notamment pour la partie haute de l'édifice. Les premiers projets retrouvés datent des années 1562-63. En 1567, on voit aussi arriver des dessins qui avaient été commandés à Florence. Le roi va engager une consultation auprès des grands architectes de l'époque à Florence, à Rome, de façon à avoir des avis complémentaires par rapport à ces architectes comme Paciotto qui avait travaillé avec Toledo pour réaliser ici ce projet de façade. Donc c'est une maturation assez longue. On voit que l'on va adapter les projets de Vignol, grand théoricien de l'architecture classique. Vignol qui aurait d'ailleurs peut-être été consulté pour la réalisation de la façade, approché très certainement aussi pour venir s'installer et travailler à la conduite du chantier, mais il refusera de venir en Espagne et du coup ses avis seront certes lus mais peut-être un peu mis de côté. Sur cette façade, on voit donc s'installer en partie haute des statues. À l'origine, c'était des obélisques qui étaient prévus, mais peut-être que la richesse de la sculpture imaginée sur les obélisques a été ramenée à une certaine modestie pour simplement garder des sculptures des rois que nous verrons d'un peu plus près dans un instant. Très certainement aussi un avis plus personnel de Philippe II qui souhaite se démarquer de l'ornementation que l'on voit à Rome et à Florence. Il va peut-être être aussi celui qui va choisir le long plan longitudinal qui reprend les principes qui avaient été émis par Sangallo pour la réalisation de Saint-Pierre à Rome. De fortes colonnes, comme on le voit ici,
très, très impressionnante par le côté, massif, pas d'ornement volontairement, de façon à laisser, un effet plus spectaculaire à la sculpture placée dans la partie supérieure. Les clochers que l'on voit de part et d'autre, ici le clocher de droite pour les grandes cloches, les petites cloches étant abritées dans le clocher campanile, de, la partie gauche. Et sur la façade donc, ont été, installées, ces, sculptures, qui tranchent par l'animation et par la vie, qui, se déploie dans cette partie haute, alors que la partie basse est beaucoup plus, sage et modérée. Il est fort possible que la thématique, ait été proposée par l'hébraïste Arias Montano de Placer, qui va, ici, choisir l'idée, des rois de Judée, ce qui peut accréditer aussi l'idée que le temple de Salomon ait été le point de départ pour la pensée de cet édifice. Ce sont des sculpteurs qui vont s'associer, Jean-Baptiste Monégro pour la réalisation en granit et en marbre des personnages, réalisés en 1580, les attributs en bronze, couronne, sceptre, épée, sont réalisés par Sébastien Fernandez. Dans la partie centrale, on distingue les statues du roi David et du roi Salomon, deux personnages emblématiques, bien sûr, rois très importants, mais aussi en lien avec le caractère des rois d'Espagne. Le guerrier pour Charles Quint, avec le roi David, et le plus prudent et le plus sage, avec le roi Salomon, que l'on va associer ainsi à Philippe. Donc un écho aux deux souverains qui, l'un sert de déclencheur, Charles Quint, pour recevoir sa dépouille et créer ce nouvel édifice, et pour le concepteur, un Philippe II devenu ici sur le côté, on voit les autres statues avec un beau mouvement de draperie, des déhanchés un peu poussés, un peu exagérés, car il faut imaginer que tout cela est vu de très loin, très bas, en contre-plongée. Et en partie haute, on voit les rajouts des ornements, des couronnes, notamment fixées pour donner de l'éclat à ces sculptures. Lorsque l'on rentre dans l'église, nous avons, une sensation tout à fait impressionnante de grandeur, augmentée par l'épure, par le côté dépouillé de l'ornementation. Nous ne sommes pas ici dans la nef principale, nous sommes sur l'un des côtés, donc l'un des bras du transept, et on voit à quel point ce bâtiment doit beaucoup, à l'architecture classique romaine. Je vous le disais tout à l'heure, des consultations internationales avaient été lancées à partir de 1567 pour la création du plan. L'Académie d'architecture de Florence avait été sollicitée, et dans les plans fournis par Pacciotto, 1562 et 63, les plans d'origine, on voit que tout de suite on avait pensé à quelque chose de très rythmé, de très graphique, sans l'exubérance habituelle. Sur cette vision ici, on voit que les grands pilastres sont entièrement cannelés de haut en bas, ce qui va augmenter l'élan vertical, et que la lumière au cœur va rentrer de façon très abondante par cette très très haute coupole. Un dôme qui va effectivement surmonter l'édifice, un dôme assez étroit qui culmine donc à 92 mètres de haut et qui repose sur ces très puissants pilastres doriques avec ces très jolies et très très fines cannelures. La partie centrale du dôme ne recevra pas de décoration,
Elle n'aura pas donc les fresques, les envolées ou les cieux baroques faits par Luca Giordano, comme dans les autres parties de l'édifice, que l'on peut voir ici au départ de chacun des bras des transepts ou de la nef. L'effet est donc assez surprenant car au milieu de cette grande austérité graphique et cette relative dureté suggérée par le granit, on a tout à coup une irruption de lumière, mais c'est comme si ces voûtes venaient d'être percées et que les cieux apparaissaient, des cieux peuplés de multiples saints. La structure, la séquence que l'on voit ici est très largement inspirée aussi par une réalisation d'une église. C'est l'église Sainte-Marie de Carignan à Gênes, une église réalisée par Alési en 1549. Le chantier reprend des projets anciens de Bramante qui avaient été émis pour Saint-Pierre de Rome, et on voit dans la structure générale, dans l'organisation très claire du plan, une influence qui sera reprise très peu de temps après, une vingtaine d'années, lorsque l'on va commencer à penser à l'église de l'Escorial. Donc une genèse de nouveau qu'il faut essayer de trouver du côté de l'Italie, et cette fois-ci avec Sainte-Marie de Carignan à Gênes. Des lignes très pures, comme on a pu l'observer. On voit que les arêtes, les voûtes sont très joliment soulignées par un léger relief qui va comme cela bien marquer la démarcation et aussi accrocher la lumière. Cette sévérité qui se retrouve donc brisée et contrebalancée par d'un seul coup le déploiement et la richesse des fresques que l'on a dans les autres parties de l'édifice. Des fresques que l'on voit ici, ce sont donc des ensembles illustrant des épisodes bibliques, et là de l'Ancien Testament, avec les Israélites traversant la mer Rouge, guidés par Moïse, tout un ensemble de très grandes fresques qui sont réalisées entre 1692 et 1694 par Luca Giordano. C'est donc l'arrivée de façon tout à fait fabuleuse, des effets illusionnistes du grand style baroque 100 ans après la réalisation de l'édifice. Un certain décalage finalement par rapport à l'austérité souhaitée, une austérité assez relative car elle n'était là que pour mieux guider le regard vers le point de couleur et d'ornementation principale qui était l'autel général. Hôtel général ou hôtel principal que l'on voit ici, un hôtel réalisé sous la direction de Herrera entre 1579 et 1588. C'est un hôtel qui va occuper la totalité du chœur, sur toute la hauteur et sur toute la largeur, comme on le retrouve dans de très nombreuses églises espagnol. En cela, ce n'est pas une nouveauté, mais la grande nouveauté ici, ça va être son rythme et ses séquences qui témoignent vraiment d'un travail ici d'architecte. On retrouve quelque chose de particulièrement structuré, comme le faisaient les architectes de la Renaissance, avec une somptuosité des matériaux et des chapiteaux en bronze doré, où l'on va trouver la succession des ordres canoniques, le dorique, le ionique, le corinthien, pour les 3 premiers niveaux, et un ordre composite dans la partie supérieure. Une autre vue qui nous permet de distinguer les effets chromatiques des peintures qui vont être ajoutées au milieu de cette grande structure. Au centre, c'est une peinture qui est une reprise d'une peinture originale faite par le Titien, conservée dans l'église des Gesuiti à Venise. Cette peinture des Jésuitis représente le martyre de Saint-Laurent, et on va donc passer une commande à Titien, mais il est trop âgé et meurt assez tôt, donc c'est davantage son atelier qui va travailler ici.
Et au même moment, on recevra également de Véronèse, de Tintoret, de leurs ateliers d'ailleurs, beaucoup plus que de la main des maîtres, des peintures pour la décoration des autels latéraux et aussi de cet autel principal. On constate à quel point la peinture vénitienne est appréciée et collectionnée par les souverains espagnols en cette fin du XVIe siècle. Et c'est donc un beau panorama de toiles vénitiennes que l'on peut trouver à l'intérieur de l'Escorial. On constatera aussi que à chaque fois, les peintres sont des peintres italiens que, à plusieurs reprises, les souverains espagnols ont essayé de faire venir en Espagne, mais que ce soit Tintoret, Véronèse ou le Titien, aucun n'acceptera de venir jusqu'à la cour d'Espagne. Mais leur œuvre est suffisamment forte et connue pour être appréciée et participer au décor de ce grand ensemble de l'Escorial. On aperçoit ici des peintures pour la partie supérieure qui sont faites par Zuccaro en 1586. Là, c'est une peinture qui s'éloigne un petit peu du projet originel et qui n'était pas forcément la plus goûtée par le roi d'Espagne, mais qui finira par se résoudre à accepter des peintures faites par des artistes qui n'avaient pas choisi à l'origine, mais qui avaient les capacités de s'intégrer à l'intérieur de ce grand ensemble très coloré pour l'hôtel de l'Escorial. Que l'on va voir pour la partie principale, le martyre de Saint-Laurent, qui est fait par Tibaldi et qui est une adaptation de l'idée d'origine du Saint-Laurent par le Titien. Tibaldi qui fera également une adoration des mages placée dans une autre partie de l'édifice. Les sculptures complètent la décoration avec des sculptures représentant des saints et des martyrs. Tout en haut, dans la partie supérieure, nous avons autour du calvaire central, les sculptures représentant Saint-Pierre à gauche et Saint-Paul à droite, les clés Saint-Pierre, la grande épée de Saint-Paul. On les voit ici de façon surprenante car nous sommes tout en haut, donc les corps paraissent encore beaucoup plus effilés et plus hauts qu'ils ne le rendent lorsqu'on est en dessous, en contre-plongée. Ces sculptures ici sont faites par Pompeo Leoni et par son père Leone Leoni. Ce sont des artistes de la mouvance florentine qui vont avoir le bonheur de livrer tout l'ensemble de ces sculptures pour la décoration de l'hôtel. Et le programme sculpté est finalement très abondant et assez riche. On voit ainsi les différentes niches avec les saints qui se répartissent tout autour du bloc central avec les colonnes et les peintures. La belle sculpture aussi de ces colonnes, un marbre qui vient de Trezzo et de Coman, réalisé ici pour donner ces grands rythmes de l'architecture de l'hôtel. Le projet très polychrome finalement ici va plaire à la richesse qui s'y est pour un grand hôtel d'un édifice religieux de la cour. Et en cela, donc, il attire complètement l'attention, d'autant plus que les murs sont assez dépouillés et tout sert donc en convergence vers le point central, qui est bien sûr l'autel et le tabernacle. Un tabernacle dans la partie basse, qui est une jolie évocation en miniature du Tempietto de Bramante, réalisé à Rome, un édifice inspiré des perfections de l'architecture classique romaine, édifice circulaire sous coupole,
Il est ici mené à partir d'un dessin fait par Herrera et réalisé par Giacomo de Trezzo, fait entre 1579 et 1586. Richesse des matériaux, on va voir se conjuguer ici les différentes qualités de marbre, de jaspe, le bronze doré pour les sculptures, pour les chapiteaux, et ce tabernacle accueillait la monstrance, disparue depuis l'invasion française des guerres napoléoniennes. Sur les côtés de ce chœur magnifiquement orné ont pris place des monuments cénotaphes. Ces monuments cénotaphes sont une conception faite par Herrera avec une très grande grandeur et simplicité pour la structure en tant que telle, une sorte de péristyle avec deux colonnes qui abritent le groupe sculpté avec les figures de la famille royale, un immense fronton empli des armes d'Espagne et une magnifique qualité de marbre avec cette couleur qui ressort très bien sur le fond de granit. On voit donc ici le monument dédié à Charles V et à sa famille. Voici de ce côté le détail plus rapproché du monument cénotaphe de Philippe II et de sa famille. L'ensemble en sculpture de bronze est fait par Pompeo Leoni. L'effet magistral de ces colonnes doriques avec les chapiteaux dorés, cale magnifiquement la composition, lui donne beaucoup de solennité. On retrouvera aussi différentes variétés de marbre, Trezzo, Cambiago, Miseroni, pour la réalisation de l'édifice. La partie gauche, du côté des évangiles, c'est le groupe dédié à Charles V, ou Carlos V, le père du fondateur de l'Escorial. Il est représenté avec sa femme, Isabelle. À côté de lui, on a sa fille, Marie, la reine d'Allemagne, et Marie de Hongrie, Éléonore de France, qui se retrouvent donc à proximité. On notera surtout le travail des damassés, des textiles, qui est tout à fait spectaculaire. On sent la qualité, la lourdeur des étoffes et des matières brodées, enrichies de fil d'or. Tout cela traité, bien sûr, en bronze doré. Le travail avait été mené en association avec l'orfèvre Juan de Arfe pour avoir ce rendu aussi minutieux. Tout cela ne nous empêche pas finalement de nous concentrer aussi sur les visages de la famille royale qui est ici fixée dans une sorte d'adoration perpétuelle, une dévotion de Charles Quint pour l'Eucharistie qui se retrouve donc figée pour l'éternité. Dans la partie en face, le monument à Philippe II, on retrouve toujours la même maestria, enrichi ici par les émaux. Nous sommes juste au-dessus de l'oratoire où s'installait Philippe II pour suivre les cérémonies. Un oratoire qui était relié à sa chambre, d'ailleurs de son lit, il pouvait également assister aux offices et voir le chœur de l'église. Il est représenté ici à proximité de lui avec sa quatrième femme, Anne d'Autriche, derrière lui sa troisième femme, Isabelle de Valois, et le prince Carlos, que l'on voit ici, personnage complexe de la famille royale, agressif, très laid, bourru, bossu, et surtout miné par une consanguinité familiale. Il meurt sans descendance. Il est vrai que son sang ne contenait la trace que de 6 ancêtres différents au lieu des 16 qui étaient habituellement requis. Et on a malheureusement ici, avec ces personnages, déjà le sentiment d'assister à la fin de la dynastie des Habsbourg.
Tout autour, nous avons aussi 42 autels peints, mais également des autels reliquaires et c'est le cas, ici avec cet autel, sur la gauche, dédié à l'Annonciation, sur celui de droite, avec saint Jérôme au désert, des peintures qui sont faites par Federico Zuccaro entre 1586 et 1588. Dans ces reliquaires, on peut trouver tout un ensemble d'urnes et de petits monuments commémoratifs contenant les reliques. Les panneaux ouverts montrent la multiplicité de ces reliques conservées à l'Escorial, 7500 reliques, avec parmi les plus importantes celles de Saint Jacques le Majeur et de Saint Jérôme, les patrons de la maison d'Espagne, mais aussi celles de Saint André, patron de la maison de Bourgogne. Le souverain Philippe II a une véritable obsession et cherche par vraiment tous les moyens à recueillir le maximum de reliques, proclamant en cela sa dévotion et sa croyance envers les reliques face aux protestants. Et donc cette surenchère a aussi un effet évidemment très marqué de propagande face au culte protestant. Dans la partie centrale se trouve le chœur des moines, qui desservent donc, de par le couvent, cette église, avec un très bel ensemble de peintures dans la partie haute avec des adorations de la Trinité ou du paradis, un grand paradis en partie haute qui est faite par Luca Cambiaso, et un chœur avec de très belles stalles sculptées faites par Giuseppe Flescia. Mais ce qui l'emporte surtout, c'est ce paradis spectaculaire qui se trouve juste au-dessus des stalles des moines. Luca Cambiaso va faire dans la partie supérieure une adoration de la Trinité et en dessous, donc ce grand paradis. On pense évidemment aux différentes strates et nuages du paradis fait par Tintoret dans la grande salle du Conseil majeur de Venise, mais ici avec beaucoup plus de clarté et de lumière. Il est assisté aussi par Pellegrino et Tibaldi qui feront également des autels latéraux. À l'intérieur de l'édifice, il y a tout un ensemble d'autels avec les différents saints patrons des familles et des membres de la famille espagnole. Nous avons ici l'autel du martyr de Saint-Maurice et les légions thébaines, un tableau fait par Romolo Cincinnato, 1584, qui arrive en remplacement d'une œuvre précédente qui avait été livrée mais refusée. Un tableau ici typique de la Renaissance avec un certain écho des corps de Michel-Ange dans les structures, dans la façon très ornée, très sculpturale de ces corps représentés. Mais le tableau précédent, qui n'a pas trouvé grâce aux yeux du roi, était un tableau proposé par Le Gray. Et nous avons ici en rapport donc ce tableau représentant le martyr de Saint-Maurice. Ce tableau est une commande qui avait été passée en 1580, tableau certainement achevé en 1582. Philippe II lui avait demandé donc ce tableau de 4 mètres de haut pour l'Escorial. Mais on connaissait déjà par des œuvres précédentes le Gréco, on encadre très sévèrement la commande, précisant que l'on ne veut pas de chiens, de chats ou de sujets inconvenants. On ne finance pas, on ne donne pas d'avance au Gréco, mais on va lui fournir les couleurs, notamment les couleurs les plus fines, le bleu outre-mer qui ressort de façon spectaculaire et particulièrement lumineuse ici sur le tableau du martyr de Saint-Maurice, mais l'effet au moment de la livraison est vraiment très déconcertant pour les commanditaires. On trouve que les saints devaient être habituellement plutôt aimables pour donner envie de les prier, alors qu'ici, eh bien, on a une cohorte armée avec des attitudes, des musculatures, des costumes très à la romaine, très dans l'esthétique de la ville de Rome, mais qui ne sont pas forcément dans le type d'image de piété que l'on aime ici en Espagne. Le roi ne trouve
pas forcément que ce type de peinture, ces grands personnages vont s'accorder, avec, le reste des œuvres commandées pour l'Escorial. Le martyr n'est pas représenté, au premier plan, il est représenté vraiment, à l'arrière, sur le côté. Du coup, le message est un petit peu moins clair. Le roi reconnaît tout à fait les qualités artistiques du Gréco, d'ailleurs le tableau sera payé plus que très correctement, mais il considère qu'il ne sera pas un support dévotionnel suffisamment profitable, et le tableau peut-être ici va devoir subir les errances, les extravagances intellectuelles de Gréco, et finalement ne sera pas installé. Il est toujours conservé à l'intérieur du monastère de l'Escorial, mais dans des salles parallèles, mais pas du tout à l'emplacement prévu à l'origine. Finalement, trop d'indépendance dans le talent personnel de Gréco, qui se paye par ce semi-échec, car si le tableau est tout à fait estimé, il ne sera pas mis en place, et c'est donc une œuvre de substitution que l'on voit à gauche qui prendra alors place. De nombreux autres hôtels, de format un tout petit peu plus petit d'ailleurs, sont commandés auprès d'artistes espagnols, comme à Juan Fernández de Navarrete, à Alonso Sánchez Coelho, à Luis de Carvajal, à Diego de Urbina, et également donc des sculptures. Parmi les œuvres sculptées, on pourra noter ce magnifique Christ en croix réalisé par Benvenuto Cellini. La sculpture est faite entre 1559 et 1562, avant la réalisation du monastère de l'Escorial. C'est une œuvre en marbre de Carrare qui avait été prévue pour être placée sur la tombe de Benvenuto Cellini dans l'église de la Santissima Annunziata de Florence. C'est donc un travail complètement personnel qui est faite par Benvenuto Cellini, une esthétique à la Michel-Ange où l'on voit les structures osseuses, les accroches, les musculatures du Christ, le travail très très fin du polissage, les différentes suggestions de matière pour les cheveux, pour les barbes, avec un effet plus duveteux et une lumière qui coule de façon très lisse sur la carnation du Christ en croix. Cette esthétique fait que la sculpture est achetée par le père du duc François Ier de Médicis, qui lui en fera très certainement cadeau à Philippe II en 1576, et voilà comment cette sculpture arrive à l'Escorial. Le but de cet Escorial était bien sûr la réalisation du grand panthéon abritant les dépouilles des souverains. Et cette décoration que nous avons ici, dans la partie la plus symbolique et précieuse de l'édifice, sera achevée au XVIIe siècle. Les princes royaux viendront également dans des chapelles complémentaires à partir du XIXe siècle, car le projet complet n'avait pas été mené à bien sous le règne de Philippe II. Le bâtiment, donc ce décor, va être achevé ici entre 1617 et 1635, à partir d'un plan octogonal qui avait été fait par Crescenzi, puis on lui donnera cette forme circulaire en 1654, permettant d'avoir ainsi ce rythme sans commencement et sans fin, un symbole d'éternité que celui du cercle. La réalisation est menée par Juan Gomez de Mora, et on a une tonalité un peu plus décorative, plus ornée que dans l'église en partie haute. Nous sommes à l'époque de Philippe IV, et on sent un tour un petit peu plus gracieux dans la finesse des ornements, que ce soit les enroulements végétaux qu'on a au niveau de l'entablement, au-dessus des tombeaux, également dans les retombes des différentes côtes de la petite coupole au-dessus de la voûte, où on a ces jolis travaux en bronze doré de végétation. Tout cela ressort sur les marbres verts de Tolède, marbres verts qui sont aussi ceux pour les cercueils. Belle couleur des piliers rouges de Tortosa pour la qualité de ces marbres.
Et donc tous les souverains prendront place à partir du XVIIe siècle à l'intérieur de ce panthéon, à l'exception de Philippe V, qui sera enterré à la Grande Ras, et de Philippe VI, qui sera inhumé au couvent de las Sales Reales de Madrid. Au XVIIIe siècle, ce panthéon avait donc acquis cette nouvelle splendeur, cet enrichissement de bronze, et on voit qu'ici on a davantage une imitation de l'art italien, tout à fait sous l'influence de Crescenzi, un membre de la cour installé en Espagne, qui a beaucoup œuvré pour la diffusion de ce goût à l'italienne. On distingue un Christ au-dessus de l'autel, un Christ qui est fait par Domenico Guidi en 1657, 1,25 m de haut pour ce Christ, une iconographie très belle, très souple, qui fait regretter qu'à cet emplacement n'ait pas été installé un second Christ qui vient lui aussi d'Italie, un Christ fait par Le Bernin. À peu près les mêmes dimensions, 1,40 m pour celui-ci. Il était jusqu'en 1657 dans cet hôtel. C'est une commande qui est faite au Bernin, et puis on trouve que la réalisation de ce Christ plein de douceur, avec un modelé parfait, une très belle ciselure pour ce bronze, avec une patine très fine, devait être beaucoup plus visible, et finalement on va le monter et l'installer dans la chapelle du collège, car évidemment ce panthéon n'était accessible qu'aux membres de la famille royale ou à des visiteurs distingués et invités. Et donc on le place dans la chapelle du collège, mais cette chapelle du collège n'est pas accessible actuellement au public, et malheureusement on ne peut pas bénéficier de la contemplation de ce très beau moment de sculpture fait par Le Bernin en 1657. Il faut imaginer l'effet surprenant de l'impact qu'avait la contemplation de ce Christ lorsqu'on le découvrait à l'intérieur de la crypte, éclairé seulement à la lueur des bougies. Les effets lumineux devaient s'accrocher sur le périsonium, une grande draperie très élégamment nouée sur la taille du Christ. Les ombres portées par le visage, par la barbe, qui devait aussi donner plein d'effets dansants sur le visage et sur le corps supplicié. Le panthéon sera complété à l'arrière par toute une série de petites chapelles pour y accueillir les princes, les enfants d'Espagne, des décorations que l'on voit ici faites en 1888 par Lema et Ponzano pour notamment le monument tout au fond pour accueillir les cercueils des princes de la famille royale. Nous ressortons et reprenons le soleil de l'Escorial dans la cour des évangélistes, une cour qui est due à la conception de Toledo, donc le premier architecte. Un espace de la clôture monastique, resté dans sa conception initiale, avec de grandes galeries sur chacun des 58 mètres de côté de ce cloître, qui en font peut-être un des plus grands cloîtres au monde. Une partie protégée du soleil, comme on le voit, par des claustras à peinture verte, qu'il faut imaginer totalement ouverte à l'origine pour la déambulation et desservir les étages du monastère. Les travées, avec un très joli rythme dorique et ionique, qui sont hérités de l'observation du théâtre de Marcellus, le théâtre romain conservé en partie à Rome. Au milieu, ce petit tempietto des années 1586-1593, réalisé par Herrera. On retrouve encore l'inspiration du petit temple de Bramante, que l'on a pu voir tout à l'heure pour l'autel de l'église, avec ici, sur les côtés,
des petites niches qui vont abriter chacun des évangélistes. On reconnaîtra Saint Jean avec son aigle emblème placé juste en dessous, et d'auprès d'eux, donc sur chacun des autres côtés, on va voir 4 sorties d'eau, ce qui vont ainsi suggérer les 4 fleuves du paradis qui vont irriguer les 4 continents, comme les 4 évangélistes vont pouvoir répandre la foi de par le monde. Les sculptures des évangélistes sont faites par le sculpteur Monegro. Tout autour, dans les galeries du cloître, on peut maintenant découvrir les fresques faites par Pellegrino et Tibaldi entre 1586 et 1590. 54 fresques pour orner cet ensemble impressionnant des galeries latérales, des fresques qui sont faites sur le thème de la rédemption, de la vie de la Vierge, qui permettaient bien sûr de desservir les différentes parties de l'édifice, mais qui devait avoir aussi un rôle de pose et de support de prière lors des processions qui étaient organisées tout autour du cloître. Avec ces galeries, on arrive dans une des parties centrales, on distingue un arc qui n'est pas peint au milieu, ici à gauche, un espace un tout petit peu plus sombre. De là arrive en effet l'entrée du grand escalier. Un grand escalier, 11 mètres de large et 23 mètres de haut, qui est un escalier qui permet une montée tout à fait impressionnante vers le premier étage, une première volée, et puis ensuite sur un palier 2 rampes qui repartent de l'autre côté le long des parois. C'est ce qu'on appelle l'escalier à double rampe ou escalier à l'impériale. Sur les niveaux du palier, au niveau des arcatures, nous avons des fresques qui représentent des apparitions du Christ, une frise rectangulaire sur chacun des côtés en partie haute avec représentation de la bataille de Saint-Quentin et des épisodes liés à la construction du monastère, mais évidemment le morceau de bravoure, c'est celui de la voûte qui est réalisé par Luca Giordano. Le morceau de bravoure et élément principal, c'est bien sûr la voûte entièrement peinte sous une forme de grande gloire et réalisée par Luca Giordano. Nous avons dans les nuages, de grands nuages pommelés très lumineux, le premier, celui le plus en bas, et qui soutient le personnage de Charles Quint, avec sa couronne et ses emblèmes qu'il remet à l'adoration du nom de Dieu et de la croix. Sur la gauche, un nuage avec Saint-Laurent, on distinguera son grille et la dalmatique qu'il portait. Philippe II se trouve aussi à l'arrière, et tout en haut, donc au sommet de cette montagne de nuages, la croix, le Christ et la Vierge à gauche, Dieu le Père à droite, la Trinité est complétée avec la colombe du Saint-Esprit au centre. Donc apothéose de la famille royale de Charles Quint, du fondateur de cet ensemble de l'Escorial, et en partie basse, on distingue un balcon en quadrature, une fausse architecture, sur lequel est disposée d'ailleurs une grande draperie de tonalité jaune. Et ici, c'est Charles II qui est le commanditaire de cette fresque et successeur donc, des souverains précédents, qui présente la scène à Marie-Anne de Neubourg, sa femme, et à Marie-Anne d'Autriche, sa mère, qui toutes deux assistent à cette glorification des grands héros de la famille. Tout autour, de nombreuses salles reçoivent des décorations à travers les différentes époques. On pourra noter particulièrement la salle du chapitre, dite aussi salle du prieur, avec des fresques qui sont faites par Tavarone et Orazio Cambiaso, fresques réalisées en 1585. Des grotesques que l'on retrouve d'ailleurs dans le grand hall fait en 1581,
Intéressante car on a ici une transcription, quasi, presque immédiate, des grands modèles qui sont adoptés à Rome. Les, grandes figures, de grotesques à l'antique, qui avaient été, redécouvertes au début du XVIe siècle à Rome, traduites par Raphaël dans les loges du Vatican et que nous retrouvons ici, réinterprétées bien sûr par, des artistes, comme Granello, Francesco da Urbino, qui avaient donné ainsi des éléments de base pour la réalisation de ces peintures. Dans les collections, on peut distinguer la peinture de Saint Jérôme pénitent, un tableau fait par Titien et son atelier, des peintures qui montrent à quel point le colorisme vénitien était très apprécié à la cour d'Espagne pendant le XVIe siècle, le début du XVIIe siècle, mais arrivera aussi le goût de la peinture romaine pendant le XVIIe, et ceci notamment grâce à Velázquez et au voyage qu'il fit à Rome, premier voyage fait en 1630, moment où il réalise ce tableau de la chemise sanglante de Joseph, présenté à Jacob. C'est le moment où les frères de Joseph l'ont vendu à des marchands égyptiens. Ils se débarrassent de ce frère qui attirait toutes les attentions et qui avait des visions très importantes, mais eux se retrouvaient très occultés et du coup, pour faire croire à la disparition, dévorée par, un animal sauvage, ils vont, apporter la chemise et la présenter au père totalement effondré. Intéressante assimilation ici du style romain. On a à la fois, les musculatures, les dos comme ceux que l'on peut trouver dans les peintures, de Michel-Ange à Rome, également les effets caravagesques, pleine lumière à gauche, personnage plus sombre, d'ailleurs assez esquissé, il semble disparaître complètement dans le trame, les trames de la toile pour les autres frères, et le père avec ce grand mouvement éloquent ici, marquant toute son horreur, découvrant que son fils est mort. Le fils Joseph réapparaîtra dans des épisodes ultérieurs. Donc une belle peinture ici, faite au moment de son séjour à Rome en 1630. Ce tableau de Velázquez sera ensuite placé au palais du Buen Retiro, puis arrivera à l'Escorial à partir de 1657. C'est au même moment qu'il fait la célèbre forge de Vulcain. Intéressant donc de voir à quel point ce style romain commençait à triompher dans le goût de Velázquez, mais aussi dans les commandes de la cour d'Espagne. Autre peinture conservée à l'intérieur de l'Escorial, c'est de nouveau cette peinture du Gréco, l'adoration du nom de Jésus ou allégorie de l'alliance de la Sainte Ligue. Ce tableau, fait entre 1575 et 1580, est une œuvre commémorative, une œuvre votive qui réunit les personnages ayant participé à la Sainte Ligue en 1571. On retrouve au premier plan, en bas, de dos avec le grand costume d'or et le mantelet d'hermine, la figure du doge Alvise Mocenigo. Sur la droite, en costume sombre, le roi d'Espagne, Philippe, et également le pape Pie IV, juste à l'arrière avec les grands vêtements sacerdotaux. Et également sur le côté à gauche, Don Juan d'Autriche, le demi-frère du souverain et le grand général qui sera envoyé pour cette ligue. C'est un tableau certainement fait au moment du transfert des cendres de Don Juan lorsqu'il vient à l'Escorial. Et de nouveau, c'est une réalisation qui est faite par le Gréco au moment où il arrive en Espagne, une œuvre qui aurait pu être déterminante pour lui pour recevoir des commandes, mais la réalisation est tellement heurtée, tellement surprenante, cette grande bouche d'enfer ou de purgatoire avec ce grand monstre qu'il emprunte à une peinture gravée d'après une œuvre donc de Fontana, fait que quelque chose ne
conviendra pas dans le style très, heurté, les grands coups de brosse, les effets, assez spectaculaires de lumière, les différentes strates. C'est un rendez-vous, manqué, finalement avec la couronne d'Espagne, dont on a un autre témoignage ici avec cette œuvre pourtant, tout à fait, réussie et impressionnante faite par, Le Greco. D'autres réalisations par Le Greco, abritées donc dans les collections de l'Escorial, Saint-Ildefonse à gauche et Saint-Pierre à droite, tableau des années 1610 et 1614. Des parties décoratives pour la chapelle ovale de l'église Saint-Vincent de Tolède et qui arriveront à l'Escorial dès la fin du XVIIe siècle. On admirera à quel point Le Greco hisse le côté virtuose de ces broches virevoltantes qui viennent poser les couleurs et faire vibrer complètement la lumière, que ce soit sur les grandes chasubles brodées ou les grands vêtements enveloppant totalement le corps, donnant une allure de véritable sculpture au corps de Saint-Pierre dans la peinture de droite. Donc de nombreuses œuvres sont ainsi abritées depuis le XVIIe siècle à l'intérieur des salles de l'Escorial. On trouve ici la salle du prieur, dans laquelle on a un certain nombre de peintures, le Christ au mont des Oliviers par Titien sur l'autel est très très abîmé et très repeint. On a une meilleure version conservée au Prado. Dans cette même salle, on peut voir le repos lors de la fuite en Égypte, un tableau des années 1535 réalisé par le Titien avec son atelier. Le tableau original que l'on voit ici est maintenant transféré au Prado. Il était resté jusqu'en 1839 à l'intérieur des collections de l'Escorial. Très belle palette très lumineuse du début de carrière de Tintoret, avec cette transposition des épisodes de la fuite d'Égypte avec quelques petites adaptations. Ce n'est pas forcément un moment où l'on va voir ce jeune enfant arrivant avec des cerises. Normalement, c'est un palmier qui se penche pour apporter de la nourriture à la famille pendant cette halte en Égypte, remplacé ici par des cerises, qui est un des fruits symboles de la passion du Christ, par ce côté rouge. On notera la présence de l'agneau au premier plan et également de lapins. Les lapins qui ont des connotations très complexes dans l'iconographie chrétienne, car ils sont à la fois un symbole de fertilité, mais également un symbole de résurrection, puisqu'ils ont des terriers qui disparaissent et qui peuvent réapparaître de la terre. Donc en fonction de la symbolique et du contexte du tableau, leur signification peut être tout à fait variée et très riche. Un tableau dans la salle du prieur, celui de la Seine, tableau des années 1557 ou 1565 au plus tard, réalisé par Titien. Une commande pour le réfectoire du monastère. Ensuite, le tableau a été découpé et le voici donc présenté ici. Forte intervention de l'atelier, comme d'ailleurs beaucoup des œuvres de cette période du Titien, qui répond à des commandes internationales. Il est non seulement goûté par la cour d'Espagne, qui va posséder de très nombreuses œuvres faites par le Titien, mais aussi par les cours d'Autriche, et ces tableaux partiront même jusqu'en Angleterre. Autre tableau du Titien, ce Saint Jean-Baptiste des années 1560, avec ici ce très bel élan sculptural de la silhouette qui conduit vers le ciel, ce regard qui redouble justement cette ascension vers la partie supérieure du tableau, une très belle œuvre des années 1560, maintenant conservée au et un autre tableau de Tintoret, 1547, pour cette Esther devant Assuérus. Une autre version se trouve conservée à Hampton Court en Angleterre. Nous avons ici l'éloquence de Tintoret avec ses mouvements retenus ou beaucoup plus élancés pour les personnages faisant foule à droite. Assuérus qui se lève de son trône et qui vient soutenir, se précipite pour recueillir cette pauvre
pauvre Esther évanouie. C'est tout le talent de mise en scène de Tintoret qui était apprécié par la couronne d'Espagne et on voit que nous avons finalement un magnifique panorama des grands maîtres de la peinture vénitienne du XVIe siècle. Un hôtel portatif de Charles Quint, de la moitié du XVIe siècle, tout un travail d'orfèvrerie allemande avec les différentes scènes de la Passion, et cet hôtel n'est pas sans nous rappeler la structure du grand autel de l'église de l'Escorial. Et toujours dans les collections de l'Escorial, mais ensuite transférées au Prado, se trouvaient à l'origine ces panneaux de Jérôme Bosch, le chariot de foin, des panneaux faits en 1501-1502. Donc on voit qu'à l'intérieur du monastère de l'Escorial, on a des œuvres tout à fait éminentes qui ponctuent les différentes salles. Ouais. Également de Jérôme Bosch, ce couronnement d'épines, partie centrale d'un triptyque, si on compare avec une version qui est conservée à Valencia et qui est une réplique donc de l'ensemble de la Passion du Christ. Dans la sacristie, qui n'est pas forcément toujours ouverte au public, nous avons tout un ensemble orné avec notamment des plafonds faits par Niccolò Granello entre 1583 et 84, et surtout ce grand tableau qui est fait par Claudio Coello, la Sagrada Forma, autel donc de cette sacristie du monastère. Le cadre architecturé tout à fait grandiose est réalisé par José de Olmo en 1691 dans un goût baroque tardif, avec ses belles ornementations et ses multiples disques et figures de petits angelots. La réalisation est lancée à l'occasion du transfert de la relique de cette hostie en 1684. Le 19 octobre 1684, Charles II prend possession de cette relique avec la cour. Une cérémonie avait eu lieu fort longtemps auparavant, en 1572, lors du sac de Gorkum, Groningen. Une hostie se met à saigner pendant ces guerres de religion. Elle est aussitôt envoyée à Rodolphe II, et Rodolphe II en fera un envoi à Philippe II qui faisait œuvre de collection de toutes ces différentes reliques. Et elle sera placée donc ici par le souverain Charles II qui va réaliser donc ce nouvel ensemble, ce nouveau contexte pour cette peinture. On la voit ici d'un petit peu plus près. La scène donc représente l'arrivée de cette relique. Nous sommes à l'Escorial, on aperçoit le souverain à genoux qui voit l'ostensoir avec cette relique. Les dignitaires font leurs apparitions à l'arrière en procession, rentrant à l'intérieur de ce même espace du monastère. En réalité, cette œuvre, donc cet autel et cette œuvre sont commandés suite à une pression faite par le pape qui impose une réparation suite à des incidents entre la cour d'Espagne et la cour pontificale. Et c'est comme cela donc que ce panneau sera réalisé. C'est un panneau tout à fait spectaculaire car il peut disparaître. Et voici donc un autel à machinerie, comme on en trouve déjà à partir de la Renaissance, mais qui vont se multiplier pendant le XVIIe siècle. On distingue la toile, ici sur la gauche, qui est en train de descendre. La photo centrale montre la moitié de la toile déjà descendue et entièrement disparue sous l'autel, dans la partie droite, qui permet de voir apparaître le reliquaire de cette hostie et un crucifix fait par Pietro Tacca. Le tabernacle actuel
date de 1839, car elle avait disparu pendant les occupations napoléoniennes. On sait que le Titien avait fait comme cela aussi des peintures pour notamment l'église San Salvatore de Venise, où on avait ces systèmes de disparition et d'apparition des autels. Un décor donc, que nous avons ici, qui est fait après la suite d'un incendie, toute cette sacristie étant reprise après l'incendie de 1671 qui entraîne la réalisation de ce nouvel ensemble. Œuvre éminente et passionnante de cet Escorial, c'est la création de la grande salle de la bibliothèque entre 1586 et 1591. L'ensemble du chantier sur cette grande galerie des livres, longueur de 54 mètres, une largeur de 9 mètres et une hauteur de 10 mètres, et peint à fresque par Pellegrino Tebaldi. Ce sont 45 000 volumes qui vont être réunis ici, en réunissant plusieurs bibliothèques royales et en conjuguant aussi les ouvrages des moines. Les effectifs des moines ayant considérablement augmenté, les collections s'étant enrichies pendant le règne de Philippe II, donc dès 1579, on sent le besoin de créer une grande nouvelle bibliothèque, c'est ce qui sera donc lancé à partir de 1586. Une fresque où, au plafond, on va d'un seul coup voir apparaître des thèmes qui ne sont pas les thèmes religieux que l'on peut attendre à l'intérieur d'un monastère. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un édifice qui conjugue la maison civile du roi, la résidence royale, le monastère et l'église. Donc, dans ce lieu dédié au savoir et à la connaissance, on va retrouver les thématiques des 7 arts libéraux, le triumvir, rhétorique, dialectique et grammaire, ainsi que le quadrumvir, l'arithmétique, géométrie, musique, astrologie, selon la division médiévale des connaissances. C'est donc un espace avec une décoration qui n'a aucun lien avec l'espace conventuel ou le thème de la résidence, et ainsi on peut y trouver des thèmes profanes, ce qui sera d'ailleurs très largement décrié au moment de la construction. Mais cette bibliothèque dessert le collège, le monastère géronimite et aussi la résidence royale. Le rythme de ces séquences du plafond peints par Pellegrino Tebaldi sont une inspiration de la décoration de la bibliothèque Vaticane à Rome. Tebaldi va y introduire une esthétique assez michelangelesque, un peu remodifiée, pétrie de l'alliance de l'humanisme et de la chrétienté, mais dans les figures des ignudi, au-dessus des fenêtres, on a au niveau des pointes à fond vert, des disques avec les allégories, mais de chaque côté aussi des jeunes adolescents, comme dans les silhouettes de la chapelle Sixtine. Des représentations de grands souverains, remarquables par leur connaissance, par leur soutien à la promotion des arts. C'est par exemple ici Salomon, connu pour la sagesse, épisode où nous le voyons avec la reine de Saba. Elle teste la sagesse de Salomon par des énigmes, et c'est une thématique que l'on retrouve sur le thème des conseils du frère José de Siguenza, qui tient une chronique de la fondation du monastère et lui-même était certainement un des iconographes qui vont suggérer les motifs pour la décoration à l'intérieur de cette bibliothèque. Un prédécesseur aussi, Benito Arias Montano, avait donné les thèmes pour ces très beaux décors. Lunettes au-dessus d'une des portes d'accès, avec cette figure de la philosophie, qui est la mère des sciences, que l'on retrouve calée entre Aristote, Platon, Sénèque et Socrate. Et c'est
un morceau à programme qui est placé juste au-dessus de l'entrée donnant sur le collège, donc des seins protecteurs particulièrement importants, et en dessous une frise avec une thématique reprenant le thème de l'école d'Athènes, mais de façon un peu divinisée. Nous voici donc entre stoïciens et sceptiques qui doivent présider à l'interrogation des connaissances. Au premier plan, ce grand globe céleste fait en 1660 par Johannes Blaeu. Les séquences peintes, on va retrouver des grands savants, des philosophes, de doctes personnages de l'Antiquité, Pindare le grec et Horace le romain, ici, dans la section en dessous de la figure de la rhétorique. Nous avons aussi donc en dessous, le panneau avec la géométrie. On retrouve ces corps d'adolescents, ces ignudi, mais avec un colorisme beaucoup plus éclatant à la Ghirlandaio. Une fusion donc tout à fait personnelle des maîtres de la Renaissance florentine, comme Ghirlandaio, des triomphes de Michel-Ange à Rome, et Tibaldi, ici, en fait une fusion tout à fait élégante. À l'opposé, autre entrée, la lunette de la théologie, science suprême de la révélation. Elle est placée entre les docteurs comme Jérôme, Ambroise, Grégoire le Grand et Augustin, que l'on trouve eux sur la droite. Ce sont aussi des références à la contre-réforme qui se retrouvent glissées tout autour. Nous sommes ici au niveau de l'entrée du côté du monastère. La figure de la théologie a une grande couronne qui vole au-dessus d'un grand halo lumineux. Elle s'appuie sur les Saintes Écritures et donc est là en véritable figure héroïque au-dessus de cet accès vers le couvent. En dessous, de nouvelles vignettes représentant des épisodes, épisodes réels pour certains, comme ici, le concile de Nicée qui avait condamné Arius pour hérésie, Arius dont les dogmes seront suivis quelque temps à Ravenne. On a notamment un très beau baptistère des Ariens. Et puis des frises, donc en partie basse, qui sont faites par Carduccio et Ronchi, avec des épisodes bibliques qui animent la totalité de ces parois. En dessous, une sphère armilière faite par Antonio Santucci en 1582. Donc, ces beaux effets colorés que l'on retrouve tout au long de la vie, de la voûte, avec donc ces grandes figures assises avec des mouvements très contrariés, très animés, des jambes qui se croisent, des torses qui se retournent, de très beaux déploiements illusionnistes comme on a avec ces ouvertures de fausses petites coupoles où nous avons des personnages qui semblent apparaître, nous tomber directement du ciel, comme on le voit ici, avec cette séquence autour de la musique. De très beaux effets illusionnistes sur les autres parties du décor. On a vraiment ici une magnifique synthèse du goût romain traité en terre d'Espagne. Dans la bibliothèque, de très très beaux ouvrages, notamment ici une page enluminée du Bréviaire de Charles Quint, avec dans les marges, on avait aussi des allégories du roi Melchior, tout un dans ces rayonnages un mobilier qui est conçu par Juan de Herrera, donc l'architecte qui avait présidé à la réalisation de cet édifice. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'on voit ici toutes les tranches des ouvrages, c'est-à-dire que les reliures sont à l'intérieur, elles donnent sur le fond. On a ainsi une grande harmonie dorée avec cette tranche dorée des ouvrages. Nous retrouvons ici le portrait de Philippe II, fait en 1593 ou 1598, attribué à Juan Patorra de la Cruz. C'est l'un des derniers portraits, peut-être un des plus expressifs aussi quant à la réalité du personnage. Ces grandes colonnades et ces étagères sont réalisées en bois exotique. Les colonnes sont faites en acacia, les chapiteaux sont faits en oranger. Des bois censés bien préserver les ouvrages et les protéger des insectes.
On voit qu'ici, on a vraiment un ouvrage, une œuvre complète initiée par Philippe II pour abriter tout cet ensemble de connaissances. On retrouve sa passion pour les beaux livres, les manuscrits anciens, un roi qui parlait le latin, l'italien, le français, en plus du castillan, et un grand intérêt pour les sciences et la philologie. Près de 4000 ouvrages qui viennent de la collection de Philippe II et qui ont été par la suite enrichis. Et donc une conservation tout à fait intéressante pour ces ouvrages. La reliure se trouve le dos au mur, les pages sont tournées vers la salle, les feuilles sont dorées, ce qui permet de protéger les pages, mais de laisser aussi une petite aération. On rajoutera aussi à l'intérieur de cette collection les ouvrages pris au sultan marocain Zaidan El Nassir par les vaisseaux qui avaient croisé au large du Maroc, mais une partie de la collection a disparu dans l'incendie qui a pris à l'Escorial en 1671. Après avoir vu tous ces bâtiments du complexe religieux, nous empruntons des galeries qui vont nous amener vers la partie publique et administrative de la résidence. Les galeries Est et Sud sont ornées de scènes de bataille, des batailles de Philippe II, bataille de Granello, de Castello, de Tavarone, des campagnes faites aussi dans les Pays-Bas, au moment où les provinces se révoltent contre l'occupation espagnole, et dans d'autres parties des galeries, également des batailles contre les musulmans, la bataille de Lépante, elle faite par Luca Cambiaso entre 1584 et 90 pour cette peinture. Des batailles aussi contre les Français, contre les Turcs, donc un décor tout à fait fastueux, marquant les riches heures des conquêtes espagnoles, de la défense du territoire et de l'Empire espagnol. Un détail ici avec cet affrontement, cette charge des cavaliers pendant la bataille de Higuerella, une bataille qui a lieu en 1431. Jean II se bat contre les habitants de Grenade et à partir d'une vieille grisaille conservée à l'Alcazar de Ségovie, on en fait ici cette traduction colorée. C'est un lien que l'on fait aussi avec la Reconquista qui avait occupé l'Espagne pendant une grande partie de l'époque médiévale. Et bien sûr, on en fait aussi des héros, donc du triomphe de la foi chrétienne sur les Mahométans. Donc cette galerie est à la fois un grand programme pour glorifier les armées espagnoles, mais justifié aussi par le triomphe de la foi. On a ainsi une jonction entre les appartements du roi, les appartements soit allant entre espace du roi, espace de la reine, appartement du roi vers la partie conventuelle. Ici, quelques vues de ces différentes galeries avec des frises donc quasiment ininterrompues le long de ces très grands corridors. Au niveau des portes, un effet de draperie comme si nous avions affaire à des tapisseries tendues sur ces grands murs. Au bout de ces galeries, on accède dans l'appartement du roi pour l'une d'elles et nous apercevons ici la chambre du roi. Les appartements semblent réalisés pour le roi pour 1581, mais ne seront vraiment habités et achevés qu'à partir de 1586. C'est un appartement bas qui est fait pour l'été, il y a un appartement supérieur pour l'hiver qui reçoit davantage de lumière. Des pièces qui sont assez simples, le lieu est évidemment fait davantage au départ pour de pieuses retraites, des carreaux d'ornementation en faïence pour la partie basse des murs, un dallage très simple donc au sol, et pour la chambre, nous avons ici une restauration dans l'état tel que Philippe II a pu la connaître au moment où il y meurt en 1598. Des tapisseries des Flandres pour faire baldaquin, donc accroché sur ce lit à courtine, les montants du baldaquin, un lit où le roi prenait place et à partir de ce lit, il avait
une vision sur un petit hôtel, mais également, on voit par la porte ouverte, une vue directement sur le chœur de l'église, tout comme Charles Quint avait pu avoir à cette disposition au monastère de Yuste. Donc on a là un hommage tout à fait appuyé au grand Charles Quint avec cette disposition de cette nouvelle chambre. Mais si l'ornementation est assez austère ou sévère par certains aspects, elle concentre aussi l'attention sur des morceaux de bravoure, comme par exemple ici cette porte d'Augsbourg, 1562-1568, pour la réalisation de petites scènes sur gravure faites par Hans Vredeman de Vries, un cadeau fait par l'empereur Maximilien II de Habsbourg et qui sera ainsi arrivé et envoyé en Espagne. Cette grande porte permet ainsi la jonction entre les appartements du roi et la galerie del Passo. Cette partie ancienne, donc à proximité du chœur de l'église, ne sera pas suffisante pour accueillir la cour des Bourbons au XVIIIe siècle. Et nous avons ici ce tableau de Felipe de Silva, une allégorie de Philippe V abattant l'hérésie. Tableau fait entre 1505 et 1512. Il est accompagné par la foi qui tue le dragon et par Marie-Louise Gabrielle de Savoie et dont Louis, prince des Asturies. Saint Jérôme, Saint Laurent en partie supérieure qui encadre la Vierge et les Bourbons, fondateurs de cette nouvelle dynastie, vont venir aussi habiter à l'intérieur de l'Escorial. Mais les bâtiments de la Renaissance semblent vraiment très dépassés pour le confort, et dans la partie arrière de l'édifice, on va voir de nouveaux appartements initiés, notamment par Charles III et ensuite poursuivis par Charles IV, qui avait occupé cette partie lorsqu'il était jeune prince des Asturies. Le cloître des évangélistes et des évangélistes va progressivement être transformé en palais à la française, un nouvel escalier va être ajouté et des modifications vont se poursuivre pendant les années 1790. Et c'est une esthétique de la fin du XVIIIe siècle que l'on conserve maintenant dans les appartements royaux. Nous voyons ici l'antichambre des ambassadeurs, une des pièces d'accès faite en 1778, achevée en 1780, avec ces tapisseries qui sont dans un goût pompéien. Le mobilier, lui, est celui de l'époque de Ferdinand VII, sur des cartons de Navarro, où l'on retrouve vraiment le répertoire du mobilier de Robert Adam, que l'on pouvait voir en Angleterre. Donc c'est le revival de ce style du Premier Empire. Nous avons également dans cette seconde antichambre, ces scènes de campagne, une ambiance tout à fait pittoresque, avec des élégantes en promenade, des carrosses qui passent au milieu de la campagne. C'est tout à fait l'antithèse de l'ambiance de la création de ce monastère à l'époque de Philippe II. Quelle différence par rapport aux premiers appartements, beaucoup plus sages et beaucoup plus sérieux. Les motifs que nous avons ici sont des peintures qui sont faites par Goya, qui servent de carton de tapisserie pour une série tissée entre 1775 et 1791. Et pour décorer au plus vite ces appartements, ces panneaux de Goya sont donc placés sur les murs. Des tapisseries, cette fois-ci, que l'on va retrouver à l'intérieur de la salle à manger, grande utilisation de ces tapisseries qui sont faites par la manufacture royale de Santa Barbara. Les cartons sont faits par Ginés de Aguirre avec des jeux de pelote, une promenade près de la grande puerta de Alcalá, une des portes d'entrée de Madrid dans la scène du fond. Des séances de promenade dans la propriété d'El Pardo. Donc finalement, une ambiance avec ces tapisseries qui est tout à fait couvrante et tout à fait enveloppante, quelque chose qui donne beaucoup de confort. Charles IV va attendre ces tapisseries, mais bon, on ne les appréciait pas tant que cela, mais elle protégeait tout de même du froid et donnait des couleurs à cette résidence qui était surtout utilisée à l'automne, au moment des chasses, et cela était fort confortable.
Chambre des infants avec, non pas des tapisseries, mais ici nous retrouvons, ces cartons de tapisserie, faits par José de Castillo. Le mobilier donc est du début du 19e siècle ici, petit brasero en partie basse, car on distinguera que sinon la pièce n'a pas de cheminée. Et donc ces braseros étaient indispensables pour réchauffer chacune de ces pièces, comme par exemple cette salle des audiences avec un spectaculaire mobilier néogothique de 1832, toujours ces suites de tapisseries sur des cartons de Goya et de Ramon Bayeux. Une grande salle à manger de gala, toujours donc ornée selon les mêmes principes. L'ensemble de ces salles a été restauré assez récemment et n'est accessible au public que depuis 2016. La chambre du roi, que nous distinguons ici avec un mobilier dans le style néoclassique, une belle élégance des formes, plutôt héritée du style à la française de l'époque de Jacob Desmalter, un lit d'ailleurs français qui a pris place à l'intérieur de ces appartements. Antichambre de la reine, que nous voyons ici, avec de très beaux accords colorés toujours avec ces tapis. Et le grand salon de la reine, très lumineux. Les soieries jaunes sont aussi pour beaucoup à cette belle ambiance de ce salon de réunion de la reine, une grande pièce d'assemblée. Petits appartements de la reine, cet oratoire avec des marqueteries faites entre 1793-94 et un grand bureau achevé en 1831. On notera la qualité du travail de ces marqueteries pour le, mais aussi au niveau des balambries avec ces effets de frises, de séries de fils de végétation avec ces marqueteries colorées. Voilà donc pour la qualité et la beauté de ce décor à l'intérieur du palais de l'Escorial, peut-être inattendu par rapport à l'aspect sévère des façades. Et le site est complété par d'autres résidences, des résidences plutôt de journée, à l'intérieur du domaine. Dans le jardin se trouve un petit promontoire qui abrite la Casita del Infante, ou la maison d'en haut. Elle est faite entre 1771 et 1773 par Juan de Villanueva. Un décor qui est fait pour Gabriel de Bourbon, le fils de Charles III. Nous sommes ici effectivement au XVIIIe siècle. Et une maison, donc appelée ainsi, ce petit palais, à l'origine une façade beaucoup plus importante dans le style palladien, avec portique, colonnes ioniques, deux sphinx égyptiens à l'entrée. Et c'était plutôt un grand salon pour les concerts, l'enfant étant un très grand mélomane, et le Padre Soler, son professeur, y donnait ici des concerts. Une petite galerie complétait l'installation pour installer les musiciens en partie haute. L'ensemble avait été très altéré, très abîmé à l'époque d'Alphonse XIII, entièrement restauré à l'intérieur, et le roi Juan Carlos y a habité lorsqu'il était enfant et qu'il étudiait au collège Alphonse XII, le collège de l'Escorial. Donc peu d'état intérieur conservé à l'heure actuelle. Un autre bâtiment, Casita del Principe, ou la maison d'en bas, toujours par Juan de Villanueva, une réalisation entre 1771 et 1775, reprise et enrichie entre 1781 et 84. Elle est construite pour le prince des Asturies, le frère de Don Gabriel qui bénéficiait du bâtiment qu'on a vu précédemment. Ce prince des Asturies, c'est le futur Charles IV, et au cœur d'un petit bois de chêne, on a ce bâtiment qui est un petit noyau qui préfigure le Muséum d'histoire naturelle du futur Prado pour l'architecture. À l'intérieur, un salon ovale rajouté en 1784 avec l'adjonction aussi d'une aile transversale. Ce salon sert pour l'accueil et l'arrivée des invités dans un style tout à fait néoclassique.
Grand salon dit dans le goût étrusque, avec ses peintures pompéiennes par le peintre de la cour de Charles IV, Vicente Gomez, avec Manuel Pérez de Mata, Dunque, et également Luigi Giapelli. Les sols sont très simples à l'origine, recouverts de joncs tressés. Au XXe siècle, on les a enrichis avec ces sols aux motifs géométriques de marbre. La salle à manger, remeublée dans le style que l'on dirait empire en France, puisque c'est l'époque de Ferdinand VII, donc le souverain espagnol à la même époque. Une belle table console avec ses colonnes en acajou, un plateau de pierre dure qui est fait dans l'atelier du Buen Retiro, des miroirs placés entre les parties du piétement qui permettent de refléter en dessous le bois doré sous le plateau. Un élément tout à fait prestigieux pour marquer le savoir-faire de ces manufactures royales espagnoles. Les peintures à l'intérieur du palais sont surtout des peintures faites par Luca Giordano, également Giacinto, ces peintres d'origine napolitain. N'oublions pas que la couronne d'Espagne, Bourbon, va devoir, pendant le XVIIIe siècle, beaucoup aux successeurs du trône qui viennent de Naples, où il régnait avant de venir à la suite de l'héritier de Louis XIV. Un petit salon, des porcelaines à l'étage, dans des toutes petites pièces, des pièces au plafond assez bas, avec des décors de stuc assez simples. Cette salle étonnante de 234 plaques de biscuits faits à la manufacture du Buen Retiro entre 1790 et 1795, mais à la façon de Wedgwood, inspirés par des gravures, des fresques de Pompéi. N'oublions pas l'importance de Pompéi dans ses décors au XVIIIe siècle, d'autant plus que Charles III avait régné à Naples sous le nom de Charles VII, avant d'être appelé sur le trône d'Espagne. Il avait été mécène des fouilles de Pompéi, et évidemment, ce décor-là est quelque chose qu'il apprécie particulièrement. Voici donc un site très riche et derrière l'apparente monumentalité des bâtiments, comme on le voit ici dans ce tableau de Giuseppe Canella l'Ancien, conservé au musée de Houston. De très belles surprises sont à découvrir à l'intérieur du monastère royal de San Lorenzo all'Escorial. Merci de votre attention.